sportive et bienvenue à cette nouvelle émission Analyse. Alors, on est avec mon ami ici, Raphaël Lacaille. Ouais. Et aujourd'hui, on va se lancer dans l'analyse de SN, la saison du jeu Euro qui vient de commencer. Alors, on est au cœur de l'Europe ludique à SN. Et là, on a un top 10 des joueurs à surveiller. Ouais. Alors, on va commencer sans plus tarder. On se rappelle qu'on a eu un été extraordinaire, mon Raphaël. N'est-ce pas qu'on a eu un bon été? Ouais. Ramenons-nous à Indianapolis, là, au mois d'août. Il y a eu des grosses sorties quand même. Ouais. Alors, voilà, numéro 10! Il s'appelle Antonin Bocara et oui, le jeu s'appelle La Fiesta de los Muertos. Un jeu, dans le fond, qui veut dire la fête des morts. Je suis bilingue de français et espagnol. On reçoit un personnage connu, on écrit un seul mot pour le représenter, on le passe à la personne à notre droite, qui devra écrire aussi un mot, en effaçant le mot préalablement inscrit, et on fait ça 4 fois, et après ça, on essaie de retrouver avec le mot qui va être indiqué à qui appartient ce mot. Alors là, il y a de la déformation, il y a de la devinette. Alors là, il doit y avoir quand même pas mal de rigolade au pied carré, là, Raphaël. Oui. Et là, juste pour terminer, là, Antonin Bocara, c'est une petite recrue à surveiller quand même, hein. Alors, on va aller tout de suite avec notre analyste. Notre analyste, Doyon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours de Bocara des 2 dernières années? Alors oui, ici, on voit Antonin Bocara, c'est vraiment particulier parce que la genèse du personnage, c'est vraiment un poids-plume, poids léger, mi-moyen. Il y a une moyenne de 2,5 jeux par année, c'est assez impressionnant pour son gabarit. On parle de 120 livres mouillés, hein. Effectivement, Antonin Bocara, on y croit parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur au ventre, puis beaucoup de jeux sous la ceinture. À vous à la passerelle! Seigneur, hein, quand même, hein, et on rappelle hein, que Antonin Bocara a été choisi au 3e tour du repêchage, hein? Un joueur très intéressant, je vous dis qu'il donne tout qu'un coup de palette. Alors voilà, maintenant on continue sans plus tarder avec notre numéro 9! Ouais, numéro 9, Pierre-Louis, tu me disais, c'est un jeu que t'attends particulièrement, comme s'il était sur une note de 1 à 10, ce serait ton 9e. Exactement, Raphaël. C'est ce que j'appelle... En fait, c'est le nom du jeu, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Trigestimerus de Ultimate Formula. Hopelai. Un autre jeu extrêmement difficile à prononcer qui nous est offert par Daniele Taccini. C'est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des alchimistes. Alors ça, des alchimistes, ce sont des gens qui font toutes sortes d'espèces de patentes magiques scientifiques. Et là, c'est un jeu de recrutement de dés. Ah, je connais ça, j'ai été recru 7 ans. Exactement, tu brasses tes dés et tu vas aller les recruter. Ces dés-là, tu vas pouvoir les transformer dans diverses formules pour justement générer ce qui est comme l'espèce de but ultime de chaque alchimiste, hein, les points de victoire. Oui. Et là, effectivement, le recrutement D, c'est une mécanique qui est très à la mode. Hein. On se souvient de Teotihuacan, un autre jeu facile à prononcer. Les voyages de Marco Polo, heureusement, Dieu merci, c'est un nom qui se dit. Et ben là, tout le monde est très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être dans le domaine du intéressant ou on va être complètement dans le champ? C'est à voir, Pierre-Louis, c'est toute qu'une bonne analyse que tu nous as fait là. On va passer directement avec le numéro 8! Ouais, numéro 8, on peut dire que c'est 2 joueurs qui ont toute qu'une carrière. Matthew Dunstan, qui a déjà joué pour les Monumentales d'Atlanta, et il avait aussi joué aux Elysium de San Lazas. Ouais, effectivement, 2 vétérans, hein, parce qu'il se joint aujourd'hui à Phil Walker Harding. Alors, entre autres, on pense à Gizmos, on pense à Sushi Go. Et là, il nous offre aujourd'hui un jeu d'évasion, d'énigmes. Comment ça s'appelle? Adventure Game. Et vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. C'est un jeu à la point and click. Il y aura plusieurs éléments et nous devrons essayer de choisir quel élément pour découvrir des indices et ainsi résolver le mystère qui se cache dans cette boîte de jeu. Il y en a plusieurs qui l'ont comparé à Exit, hein, le jeu d'évasion. Ouais, c'est la même compagnie, Cosmos Cosmos aussi.
aussi. Et je peux vous dire que c'est un jeu qu'on a très très hâte d'essayer parce que nous sommes fans, nous, chez Du Game et aussi moi personnellement, de jeux d'évasion. Et je tiens à remercier de faire continuer à faire des jeux d'évasion comme ça. Ça vient vraiment nous... Numéro 7, Chocolate Factory. Chocolate Factory. Ça, il faut pas manger, c'est comme des carbs. Non, Raphaël, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu autour d'une usine de chocolat. Alors, ça, croyez-le ou non, le but est de gérer ses ressources, du cacao, des petites papillotes de caramel, puis d'autres affaires de même. Et il va falloir tout mettre ça sur un convoyeur. Tu vas mettre ça là-dessus, et là, le but, c'est de lentement, mais sûrement, amener les chocolats à la fin. À la fin de la factory. À la fin de cette usine, et donc d'être le chocolat le plus raffiné, le plus intéressant, et de remplir des commandes. Hein. C'est du pick-up and delivery, comme on dit. Hein. Moi, ça me fait penser au raffinement. J'ai eu un coach à un moment donné, Benjamin Desiel, coach que lui, je peux vous dire que c'est un homme raffiné. On va se diriger lentement mais sûrement vers le numéro 6. C'est un petit favori ici de l'équipe. Hein. Tout le monde suit la carrière de cette belle compagnie-là avec intérêt. C'est toute qu'une équipe. On peut se dire que ça fait quand même plusieurs années qu'ils nous impressionnent avec des jeux à la Chronicles of Crime, Jetpack Joyride. Il y avait aussi Mutants qui ont sorti. Vraiment, Lucky Dot Games font des jeux assez impressionnants. Et puis je vous dirais que celui-ci ne fera pas exception. Je parle de Paranormal Detective. Paranormal Detective. Donc en français, ce qui veut dire détective paranormal. Je suis aussi bilingue français et anglais. Et c'est un jeu de déduction de party. Donc on est tous autour de la table. Il y a une personne qui a reçu une affiche disant comment il a été mort, par qui, comment et tout et tout. Et lui devra par la suite dessiner dans le dos des gens des indices, prendre la main des gens pour dessiner des indices, sculpter avec une corde de pendu quelques indices. Et peut-être que les gens autour de la table découvriront ensemble, en s'amusant, qui a tué ce fantôme. Vraiment. C'est un jeu très physique, on le rappelle à la maison. Si vous vous lancez là-dedans, pratiquez vos étirements avant. Hein. On voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui se fasse une flébite ou des choses comme ça. Notre numéro 5, Orléans Stories. Alors, Orléans, c'est un classique, un jeu européen de Rainer Stockhausen. Et le but du jeu, en fait, c'est qu'on est des marchands dans la vallée de la Loire. Et là, on doit justement gérer notre entreprise, ouvrir des comptoirs commerciaux, ramasser des petits jetons avec des dessins de bouteilles de vin. En fait, c'est un des premiers jeux de bag building où est-ce qu'on créait un peu comme du card building. Là, maintenant, c'était du bag building. Tu mets tes employés dans un petit sac puis t'espères qu'ils sortent quand t'en as besoin. Mais là, on a quelque chose de tout nouveau. Ah oui, là, c'est une grosse surprise. On les attendait pas avec ça, mais une campagne! Une histoire continue dans laquelle on va suivre l'histoire d'une famille. Et là, je le sens déjà que je vais vivre toutes sortes d'émotions parce qu'on va s'attacher à ces personnages-là. Ah, ça, oui. On va les voir justement, chaque partie va avoir une incidence sur la suite. Et c'est pas un legacy. Alors, on colle pas de collants, on ne déchire pas de cartes, on ne fait pas de trous dans nos sacs. Rien de ça. On va plutôt simplement découvrir chapitre après chapitre. Les règles vont changer. Et moi, j'ai l'impression que je pourrais jouer à ça pas mal toute l'année. Eh bien, ça nous amène tout de suite, Pierre-Louis, au numéro 4 de notre top SN. Je sais que toi et moi, nous aimons particulièrement bien nous habiller, nous vêtir. Nous adorons parcourir les boutiques et acheter des fringues, comme disent les Français, parce que je suis bilingue français aussi. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de prêt-à-porter. Prêt-à-porter, qui a une petite histoire assez intéressante. Je vous envoie tout de suite Monsieur Marc-Antoine Doyon vous en parler de ce pas. Merci messieurs, alors on parle ici d'Ignacy Streniek, le dragon tchèque, hein, on se rappelle, Prêt-à-porter est un jeu qui est sorti il y a déjà 9 ans aujourd'hui et l'attente fut le bout de la chandelle parce que il va y avoir des changements. On s'attend des changements en profondeur. On parle ici de la 3e édition du même jeu. Alors on espère que oui, les mécaniques qu'on aime bien, hein, le cœur du jeu va y être encore, mais on espère des changements en diagonale le plus profond possible qui vont porter fruit.
À vous à la passerelle. Vraiment. Enrichissant, vraiment, très éducatif. Et Mais là, pourquoi faire une réédition d'un jeu de 2010, soit presque 10 ans plus tard? Eh bien, je pense que on est ailleurs aujourd'hui. Les vêtements et la mode changent aux 10 ans. On le sait très bien. Et vraiment, là, c'est un jeu où nous devons recruter des employés, nous devons avoir notre chaîne de vêtements et essayer de faire le plus de vêtements possible, les meilleurs vêtements, avoir ces nouveaux employés-là qui vont peut-être nous donner de nouveaux espoirs d'autres genres de vêtements pour ainsi ramasser des points de victoire et gagner la partie. ah, mais vraiment, Ignashi, il est toujours là, hein. C'est vraiment un bon, un solide joueur de troisième trio, je te dirais, Ignashi, hein. Il est pas toujours au top, mais il est toujours là. Oui, je parle pas polonais. Numéro 3, c'est un jeu que moi, personnellement, je n'attendais pas, qui m'a un peu surpris de par son look, de par la proposition. Il s'agit de Paris New Eden. Alors, on l'a ici, qui vient tout juste de sortir, justement, là, de la chambre des joueurs. Alors, Paris New Eden, vraiment, là, une grosse saison devant vous. Le but, c'est de construire son espèce de petit bunker de survivants avec des spécialistes, mais aussi des survivants qui peuvent pas nécessairement contribuer à l'amélioration de votre moteur, de votre équipe, mais qui pourra quand même vous donner des points de victoire si vous êtes capable de les nourrir, de les aider à survivre, parce que c'est post-apocalyptique! Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est post-apocalyptique et non pas dans une version où des zombies vont venir nous arracher la tête et que tout est délabré. Non, la nature a pris le dessus. Il y a de l'espoir, il y a de la construction de communauté. Je trouve ça vraiment chouette. Les illustrations sont superbes et le gameplay, en tout cas, jusqu'à maintenant, me semble vraiment très intéressant. Il y a des super petits combos qui se peuvent là entre justement ramasser des dés, faire des objectifs de fin de partie, ramasser des survivants. Très intéressant. Paris New Eden, numéro 4. Plus trop. Numéro 2! Oui, Une petite surprise! une surprise, mais c'est une surprise qui sorte là. C'est pas une surprise que on aime un jeu de Thomas Dagenais-L'Espérance, créateur de Decrypto, qui pour vrai est un jeu qui est tatoué sur notre cœur. Un petit gars d'ici! Un petit gars d'ici qui s'entraînait des rues de Rosemont. Moi, je l'ai vu, ce petit gars-là, se lever le matin, faire son jogging, fesser dans des carcasses de viande, puis là, ça paye aujourd'hui parce qu'il joue dans les grosses ligues. Oui, un jeu de Pandasaurus Game, Wayfinders, où est-ce que nous devons explorer des îles. Il y a plein de petites îles et mettre des hangars un peu partout. Le but de faire le plus de points possible en mettant des hangars sur des îles. Vraiment, c'est un petit jeu qui me semble être très intéressant et c'est pour ça que je l'ai placé en deuxième place. À vous, Pierre-Louis. Ah. Numéro 1, c'est le champion. Poids lourd, toutes catégories confondues. Le champion qui se relance dans l'arène. Oui. Le nouveau jeu d'Alexander Pfister. Pfister. Là, c'est du très sérieux. Il est là pour gagner. Ouais. Il est là pour aller chercher la la victoire. Et là, on parle de Macaraibo. Macaraibo. Et là, juste avant, peut-être replacer le parcours de cet individu-là qui a un parcours vraiment exceptionnel. Doyons l'analyse. Merci messieurs. Alors Alexandre Pfister, on le voit ici dans mon dégradé. Alors plus les années avancent, plus il y a fait de jeux. Donc c'est une courbe ascendante comme on peut le voir. Il y a eu un petit arrêt ici là, dans la période Blackout. Mais on espère qu'il va apprendre de ces années sombres et va revenir en force, le coup de patin plus solide que jamais. À vous à la passerelle. Ah, je pensais pas que ça avait été si dur pour lui. Assez impressionnant, mais en fait, toute l'histoire, c'est pas un conte de fées, Pierre-Louis. Faut pas se le cacher. Je veux dire, il faut forcer dans la vie, il faut défoncer des portes qui sont ouvertes. Je veux dire, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Et on peut dire que Pfister a fait ça lui aussi. C'est pas pour rien qu'il a gagné un Pulitzer. Macaraibo, il faut le dire, hein, c'est un jeu qui se déroule dans les Antilles au 17e siècle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Les Antilles au 17e siècle. On oublie trop souvent ça. Oui, mais moi, c'est que, tu vois, ça fait longtemps que j'ai envie d'un jeu de pirates, puis de bateaux, puis de marchands, mais que ça soit un peu... qu'il y ait de la viande autour de là, c'est pas juste des affaires. Brasser de dés, puis on y va. Non, là, on veut. C'est ça. Et là, Pfister, c'est l'expert des jeux stratégiques. Ouais. Où il faut que tu réfléchisses
il y a du gros matériel. Et on s'entend, là, il y a des gros classiques. Mombasa, Great Western Trail. Et là, imaginez ça, mais avec des bateaux, avec des Français, des Espagnols, des Anglais, puis il faut que tu investisses. C'est toutes des langues que je parle. Exact! C'est un jeu de contrôle de zone. Il y a du combat, mais pas entre les joueurs. Non. Tu vas te battre contre diverses colonies, donc tu vas peut-être être l'ennemi des Anglais ou l'ennemi des Espagnols. Et là, il faut que tu fasses de l'argent, que tu vendes des affaires. C'est assez classique. Mais est-ce que c'est un jeu de coopération, Pierre-Louis? Non, 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 Ah, non! ok. Ah oui, alors voilà, c'est assez standard comme thématique, on s'entend, mais moi, je suis très excité de voir ce que Fister a à amener là-dessus. Ben, Fister va nous amener sans doute sa touche originale, voire même incroyablement touchante. Parce que moi, plusieurs jeux de Fister qui a fait en sorte que j'ai pleuré à la fin d'une partie. Donc, je pense vraiment qu'on sait ce qui conclut. Pierre-Louis, notre top 10 des jeux de scène. Encore une fois, sachez que ce top 10-là, c'est basé sur rien. C'est seulement des jeux qu'on ne connaît pas tant que ça. Donc, peut-être que ça va être bon. Peut-être pas non plus. Fait que y a pas un seal of approval non plus déjà. Mais si on les regarde, c'est parce qu'on pense qu'ils vont être bons. Ah, vraiment, c'est vraiment pareil comme 110% finalement. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!